À sa fête, mon fils a annoncé au micro, « Mon beau-père a payé pour ça, mon père n'a même pas acheté le gâteau. » J'ai juste souri et je suis parti. Le lendemain matin, j'ai vendu l'entreprise que j'avais bâtie pour lui et j'ai repris les clés de l'appartement. Je me suis réveillé avec 49 appels manqués désespérés. Mon fils m'a humilié devant 200 personnes en disant que je n'avais même pas payé son gâteau d'anniversaire. J'ai souri. Je l'ai serré dans mes bras. Et je suis parti en silence. Le lendemain matin, l'entreprise de 4 millions de dollars dont il allait hériter n'existait plus à son nom. Avant de continuer, veuillez vous abonner et activer la cloche car nous publions de nouvelles histoires chaque jour. Laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Je m'appelle David Miller. J'ai 62 ans et pendant 40 ans, j'ai bâti quelque chose de plus grand qu'une entreprise. J'ai bâti un héritage pour mon fils, Michael. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cette nuit de mars 2024, où j'ai découvert que l'homme que j'avais élevé n'existait plus. Mon histoire commence en 1985, quand Emily, ma femme, et moi avons contracté une deuxième hypothèque sur le petit appartement que ses parents nous avaient offert comme cadeau de mariage. Nous avions 23 ans, aucune expérience des affaires et un rêve que beaucoup qualifiaient de folie. Nous voulions créer une entreprise de distribution alimentaire à Chicago. Les 5 premières années, j'ai travaillé 16 heures par jour, du lundi au dimanche. Je chargeais personnellement les cartons. Je conduisais la camionnette. Je visitais chaque magasin, chaque bar, chaque restaurant du Midwest. Emily est tombée enceinte en 1987. Je me souviens parfaitement du jour où Michael est né, le 22 avril 1988. Il pesait 3,2 kilos. Il avait les yeux sombres de sa mère et un cri puissant qui a rempli toute la pièce de l'hôpital général de la ville. J'ai tenu mon fils dans mes bras. J'ai senti son petit cœur battre contre ma poitrine et je lui ai fait une promesse silencieuse. Il ne connaîtrait jamais les difficultés que j'avais traversées. Il aurait tout ce que je n'avais pas eu. Il étudierait dans de bonnes écoles privées. Il porterait des vêtements neufs. Il verrait l'océan. Il aurait une vie digne. Et j'ai tenu cette promesse, chaque jour, pendant 35 ans. Je l'ai tenue sans jamais me plaindre. Michael a grandi en voyant son père partir avant l'aube et revenir alors qu'il était déjà endormi. Mais les week-ends étaient sacrés pour nous. Nous allions à Wrigley Field voir les Cubs. Nous nous promenions le long du lac en ramassant des pierres. Nous jouions à Grand Park. Emily préparait d'énormes rôtis le dimanche. Et nous mangions tous les 3 ensemble, riant, racontant des histoires, planifiant l'avenir. Un jour, mon fils, tout cela sera à toi. Lui disais-je en montrant les entrepôts que nous avions ouverts en banlieue en 2003. Nous travaillerons ensemble, toi et moi, et nous ferons connaître le nom Miller dans toute l'Amérique. Mon fils a étudié l'administration des affaires à l'université de Chicago. Cela m'a coûté près de 200 000 $ entre les frais de scolarité, les livres, le logement et les dépenses personnelles sur 5 ans. Je ne le lui ai jamais reproché. Jamais. C'était mon obligation de père de lui donner les opportunités que je n'avais jamais eues. Quand il a obtenu son diplôme en 2010 avec de bonnes notes, je l'ai immédiatement intégré dans l'entreprise comme directeur adjoint. Je voulais qu'il apprenne depuis la base, qu'il comprenne chaque département, chaque processus, chaque sacrifice derrière chaque facture. Les années suivantes ont probablement été les meilleures de ma vie. Michael travaillait à mes côtés tous les jours. Il apprenait vite. Il posait des questions intelligentes. Il proposait des améliorations pour les systèmes logistiques. Emily et moi avons célébré notre 30e anniversaire de mariage en 2015 avec un petit dîner en famille dans notre restaurant préféré du centre-ville. Ma femme a pris ma main sur la nappe blanche et a murmuré avec ce sourire dont j'étais amoureux depuis 3 décennies, « Nous l'avons fait, David. Nous avons construit quelque chose de beau ensemble. » Je ne savais pas qu'il ne nous restait que 4 ans. Emily est décédée le 14 mars 2019. Cancer du pancréas. Diagnostiqué en octobre de l'année précédente. Trop tard. Il a progressé trop vite. Du diagnostic à son dernier souffle, seulement 5 mois se sont écoulés. 5 mois de chimiothérapie agressive. Des hôpitaux qui sentaient la peur et le désinfectant. Des espoirs médicaux qui s'évanouissaient chaque semaine. Michael a été présent pendant ces mois sombres. Il rendait visite à sa mère 3 fois par semaine. Il lui apportait ses œillets rouges préférés.
Il s'asseyait près de son lit, lui tenant la main pendant des heures, tandis que je travaillais 12 heures par jour pour payer des traitements expérimentaux que les oncologues savaient déjà inutiles. Le matin où Emily est morte, Michael et moi étions à ses côtés dans la chambre 207. Ma femme a ouvert les yeux une dernière fois. Elle nous a regardés tous les deux avec ce regard profond qui contenait tout son amour et a souri faiblement. Prenez soin l'un de l'autre. Ce furent ses derniers mots, à peine un murmure. Puis elle a simplement cessé de respirer. 32 ans de mariage se sont terminés dans cette chambre froide, sentant le médicament et les fleurs fanées. Les funérailles ont été grandioses. Emily était aimée par des centaines de personnes. Employés de l'entreprise, anciens clients, voisins de l'ancien quartier, amis de toujours. Michael a prononcé de belles paroles sur sa mère, sur la femme forte qu'il avait élevée avec un amour infini, sur le mariage exemplaire dont il avait été témoin pendant 35 ans. Il a pleuré en me serrant dans ses bras devant tout le monde. J'ai aussi pleuré sans honte. À ce moment-là, le tenant contre ma poitrine alors qu'il tremblait de chagrin, j'ai pensé qu'au moins nous avions l'un l'autre, que la douleur partagée nous garderait unis comme Emily l'aurait voulu. Les premiers mois après la perte d'Emily ont été absolument dévastateurs. La maison ressemblait à un mausolée vide sans son rire contagieux, sans sa présence chaleureuse remplissant chaque recoin. Je continuais à mettre 2 assiettes sur la table par pure habitude, puis je me rappelais brutalement que je mangerais encore seul. Michael est venu tous les dimanches, religieusement, pendant cette première année. Nous mangions ensemble dans un silence pesant. Nous partagions des souvenirs d'Emily. Nous regardions de vieux albums photos. Parfois, nous pleurions en nous serrant dans les bras. Parfois, nous sourions en nous souvenant de ses blagues. C'étaient des moments difficiles mais nécessaires pour guérir ensemble. Mais en octobre 2021, exactement 2 ans et demi après les funérailles, Michael a rencontré quelqu'un. Les premières semaines étaient normales. Michael continuait de venir le dimanche, mais maintenant il parlait principalement de Jessica. Il me racontait leurs rendez-vous, leurs projets, leurs conversations jusqu'à tard dans la nuit. J'écoutais patiemment pendant que je préparais le rôti du dimanche, le plat préféré d'Emily que je continuais de cuisiner chaque dimanche par tradition. « Papa, je pense qu'elle est spéciale », a-t-il avoué un après-midi de novembre alors que nous buvions un café sur le porche. « Je veux que tu la rencontres bientôt. » Je l'ai rencontrée officiellement en décembre 2021 lors d'un dîner chez moi. Jessica est arrivée élégamment vêtue, avec un bouquet de fleurs coûteuses et des manières impeccables. Elle parlait bien. Elle souriait au bon moment. Elle posait des questions polies sur l'entreprise, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne me convainquait pas tout à fait, une froideur derrière la courtoisie. Elle regardait les tableaux, les meubles, la vaisselle en porcelaine qu'Emily collectionnait comme si elle évaluait chaque objet. Michael était captivé, suspendu à ses lèvres, transformé en quelqu'un d'anxieux de l'impressionner. Pendant le dîner, Jessica a mentionné sa famille avec désinvolture. Mon père, Robert Turner, possède des entreprises textiles à New York et à Boston. Il exporte en Europe depuis 30 ans. La façon dont elle l'a dit, avec cette fierté subtile mais indubitable, m'a fait comprendre quelque chose. Elle établissait des hiérarchies, elle comparait. Michael était enthousiaste. M. Turner est incroyable, papa. Il gère 4 entreprises simultanément. Il voyage constamment en Europe. J'ai souri poliment, mais un malaise s'est installé dans mon estomac. Janvier 2022 a apporté le premier dimanche annulé. Michael a appelé samedi soir. Papa, désolé, mais Jessica et moi allons passer le week-end dans les Hamptons. Ses cousins ont organisé une réunion de famille. Compréhensible. Normal. Ne t'inquiète pas, mon fils. Amusez-vous bien. J'ai raccroché et j'ai regardé la table de la salle à manger où j'avais déjà préparé les ingrédients pour cuisiner notre repas traditionnel du dimanche. J'ai tout rangé en silence. Février. 3 dimanches annulés sur 4. Papa, nous avons un engagement avec les parents de Jessica. Papa, Robert nous a invités dans sa maison de plage en Floride. Papa, je suis épuisé. J'ai besoin de me reposer ce week-end. Chaque excuse arrivait par SMS, jamais par appel, des réponses courtes, des émojis vides. Je répondais toujours de la même manière. C'est bon, mon fils. On se voit quand tu pourras. Mais la vérité, c'est que chaque dimanche, je m'asseyais seul à cette grande table,
regardant la chaise vide où Emily s'asseyait et maintenant aussi la chaise vide où Michael riait en racontant des histoires. Je mangeais en silence, n'écoutant que le bruit de la fourchette contre l'assiette en céramique. La maison résonnait des échos de conversations passées, de rires qui n'existaient plus. Mars 2022, Michael a officiellement annoncé ses fiançailles avec Jessica lors d'un dîner chez les Turner, auquel j'ai été invité. Robert Turner s'est avéré être exactement ce que j'imaginais. Un homme de 65 ans, corpulent, voix puissante, présence dominante qui remplissait n'importe quelle pièce. Il m'a salué avec de fortes tapes dans le dos et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. David Miller. Enfin. Michael dit des merveilles de vous et de votre petite entreprise de distribution à Chicago. Petite. Ce mot est resté en suspens dans l'air, comme une offense déguisée en compliment. La maison des Turner en banlieue était ostentatoire. Sol en marbre italien, lustre en cristal allemand, peintures originales sur chaque mur. Pendant le dîner, Robert a monopolisé toutes les conversations, parlant de ses contrats internationaux, de ses contacts à Paris, de ses investissements diversifiés. Michael écoutait, fasciné, hochant la tête à chaque phrase, riant de manière exagérée à chaque blague médiocre. Je suis resté silencieux, observant comment mon fils se faisait petit devant cet homme, essayant désespérément de gagner son approbation. Michael me dit qu'il travaille dans votre entreprise familiale, a commenté Robert en se versant un autre verre de vin cher. C'est bien de maintenir les traditions, bien que le monde des affaires modernes exige une vision mondialisée, des stratégies de rupture. Jessica a souri à son père avec adoration. Michael a hoché la tête vigoureusement. Exactement, monsieur Turner. J'ai suggéré à papa de moderniser certains processus. Il m'a regardé, cherchant ma validation. J'ai senti une étrange pointe dans ma poitrine. Avril, mai, juin, s'écoulèrent. Les dimanches en famille ont complètement disparu. Michael passait chaque week-end avec les Turner. Quand j'essayais de l'appeler, il répondait à la hâte. Papa, je suis occupé. Je t'appelle plus tard. Il n'appelait jamais plus tard. Nos conversations se sont réduites à de brefs échanges sur des questions de travail. Au bureau, il était professionnel, efficace, distant. Le fils affectueux, qui me serrait spontanément dans ses bras, avait été remplacé par un employé poli. J'ai commencé à dîner seul en permanence. J'achetais des plats à emporter car cuisiner pour une seule personne n'avait aucun sens. Je m'asseyais devant la télévision sans vraiment prêter attention, ayant simplement besoin de bruit pour combler le silence accablant. Les photos d'Emily sur la cheminée semblaient me regarder avec tristesse. Pardonne-moi, chuchotais-je parfois. Je ne sais pas ce que je fais de mal avec notre fils. Juillet 2022 a apporté une révélation troublante. Michael est arrivé à mon bureau accompagné de Robert, sans préavis. Papa, monsieur Turner veut voir nos installations, voir comment nous fonctionnons. Ils ont passé 2 heures à visiter les entrepôts pendant que Robert posait des questions pointues sur les volumes, les marges, les fournisseurs, les contrats, des questions trop spécifiques pour une simple curiosité. Michael répondait à tout avec enthousiasme, révélant des informations confidentielles sans réfléchir. Octobre, novembre, décembre. L'année 2022 s'est terminée par un dîner de Noël chez les Turner où j'ai été invité par pure formalité. Michael a passé toute la soirée collé à Robert, discutant de stratégies d'expansion, de marchés émergents, d'opportunités de fusion. Jessica était accrochée au bras de mon fils, exhibant une énorme bague de fiançailles. Ils s'étaient fiancés en novembre sans que Michael ne me consulte, ne m'informe à l'avance ou ne m'inclue dans le moment. Je l'ai appris par une photo sur les réseaux sociaux qu'un cousin m'a montrée. Félicitations, mon fils, lui ai-je dit au téléphone ce soir-là. Merci, papa, a-t-il répondu à la hâte avant de raccrocher, disant qu'il avait des invités. L'année 2023 a été le témoin de l'éloignement définitif. Michael a épousé Jessica en avril. Un mariage luxueux dans un country club avec 300 invités, où j'occupais une place latérale, loin de la table principale. Robert a prononcé un discours émouvant sur son nouveau fils, sur l'avenir brillant qui les attendait ensemble. Je n'ai pas été invité à parler. J'ai applaudi poliment. J'ai souri pour les photos obligatoires et je suis rentré seul en ville, pleurant sur l'autoroute en me souvenant du garçon que je tenais à l'hôpital 35 ans plus tôt. Les mois suivants ont été un brouillard de solitude. Michael venait au bureau. Il travaillait efficacement mais évitait les conversations personnelles.
Jessica n'est jamais venue voir ma maison. Elle n'a jamais montré d'intérêt pour la famille de son mari. Les dimanches sont devenus des jours éternels où j'irais dans des pièces vides, parlant aux photos d'Emily, m'excusant d'avoir échoué avec notre fils. Et puis est arrivé mars 2024. Le 10 mars, j'ai reçu une invitation numérique par email. Célébration de l'anniversaire de Michael Miller. Samedi 16 mars, 20h. Le grand ballroom. Formel, froid, impersonnel, comme une invitation à une connaissance lointaine. J'ai appelé Michael immédiatement. Mon fils, tu vas fêter ton anniversaire? Je ne savais rien. Il y a eu un silence gêné. C'est Jessica qui a tout organisé, papa. C'est quelque chose de grand. Évidemment, tu es invité. Quelque chose de grand. Évidemment. Des mots qui sonnaient creux. As-tu besoin d'aide pour les frais? Ai-je offert sincèrement. Je peux aider avec la salle, la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Michael a laissé échapper un bref rire. Étrange. Ne t'inquiète pas. Tout est couvert. Viens et profite, a-t-il dit avant de raccrocher rapidement. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant un sombre pressentiment me parcourir le dos. Le samedi 16 mars, je me suis habillé avec soin. Un costume gris qu'Emily m'avait offert des années auparavant. Cravate bleu marine, chaussures cirées. J'ai conduit jusqu'au grand ballroom du centre-ville. C'était un lieu exclusif, normalement réservé à des événements d'entreprise de haut niveau. Le parking était rempli de véhicules de luxe, Mercedes, Audi, BMW. J'ai dégluti. Je suis entré dans la salle et je suis resté paralysé. Il y avait facilement 200 personnes, une décoration ostentatoire avec des arrangements floraux gigantesques, un éclairage professionnel, un bar ouvert avec des serveurs en uniforme, des tables couvertes de nappes en lin blanc, des centres de table élaborés, un écran immense projetant en boucle des photos de Michael, et un quartet de jazz jouant de la musique live. Cela avait coûté une fortune, des dizaines de milliers de dollars au minimum. J'ai cherché Michael. Je l'ai trouvé entouré d'invités que j'ai reconnus immédiatement, des partenaires commerciaux de Robert, des hommes d'affaires de New York, des collègues du monde du textile. Très peu de visages familiers de mon cercle. Michael portait un costume italien très cher. Il riait fort. Il trinquait avec des coupes de champagne français. Jessica brillait à ses côtés dans une robe de créateur et des bijoux éblouissants. Je me suis approché lentement. Joyeux anniversaire, mon fils. Michael s'est retourné. Il m'a vu. Son expression a changé, à peine perceptiblement. Papa, tu es venu. Merci d'être là. Une accolade mécanique. Rapide, sans chaleur. Cet endroit est impressionnant, ai-je commenté en regardant autour de moi. Michael a souri avec fierté. Robert a insisté pour faire quelque chose de mémorable. Robert. Encore Robert. Laisse-moi te présenter à quelques personnes. A-t-il dit en m'entraînant vers des groupes où il me présentait à la hâte avant de s'éloigner. J'ai passé 2 heures seul, tenant un verre de vin sans boire. Observant mon fils briller au milieu d'étrangers. Personne ne m'a vraiment parlé. J'étais le père invisible, le vieil homme sans importance dans son coin. Robert dominait la pièce, tapant dans les dos, racontant des histoires, recevant l'attention. Michael gravitait constamment autour de lui, cherchant son approbation, sa reconnaissance. Puis est arrivé le moment qui allait tout changer pour toujours. Michael est monté sur la petite scène où se trouvait le quartet. Il a pris le micro sans fil. La musique s'est arrêtée. Toutes les conversations ont cessé. 200 paires d'yeux se sont tournés vers lui. Bonsoir à tous, a-t-il commencé, sa voix amplifiée résonnant dans la salle. Je veux remercier chacun d'entre vous d'être venu me rejoindre en cette soirée spéciale. Applaudissements polis. J'ai souri depuis mon coin, espérant peut-être naïvement une certaine reconnaissance. En particulier, a poursuivi Michael, et mon cœur s'est emballé, anticipant ses paroles, je veux remercier profondément mon beau-père, Robert Turner. Il a pointé Robert, qui a levé son verre avec une fausse modestie. Robert a payé pour absolument tout pour cet événement incroyable, la salle, la nourriture, la musique, les fleurs, tout. Parce que mon père. Il a fait une pause. Il m'a regardé droit dans les yeux, à travers la foule.
n'a même pas voulu payer le gâteau. Le temps s'est arrêté. Des rires, d'abord nerveux, puis francs. 200 personnes qui riaient, certaines me regardant avec pitié, d'autres avec mépris, la majorité simplement amusée par la blague cruelle. Robert a souri triomphalement. Jessica a couvert sa bouche, feignant la surprise. Michael tenait toujours le micro, attendant plus de réactions, savourant son moment. Pendant quelques secondes éternelles, je n'ai pas pu bouger. Mes jambes pesaient des tonnes. L'air dans la pièce est devenu dense, irrespirable. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou, me brûler les joues. Les larmes menaçaient de couler, mais quelque chose en moi, un vestige d'une fierté ancienne, a refusé de le permettre. Pas ici, pas devant ces gens. Je ne donnerai pas ce plaisir supplémentaire à Robert, qui me regardait avec un sourire victorieux depuis sa table principale. Alors j'ai fait la seule chose que ma dignité malmenée me permettait. J'ai souri. C'était un sourire forcé, probablement tordu, mais un sourire tout de même. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche d'une main tremblante. J'ai marché vers la scène, traversant la mer d'invités qui s'écartaient comme si j'étais contagieux. Chaque pas demandait un effort monumental. J'ai monté les marches. Je me suis approché de Michael, qui tenait toujours le micro, l'air satisfait. Je l'ai serré dans mes bras. C'était une accolade froide, mécanique, dépourvue de toute affection. Mes bras ont entouré son dos avec raideur tandis qu'il répondait par des tapes superficielles. « Joyeux anniversaire, mon fils », ai-je chuchoté près de son oreille. Assez bas pour que lui seul puisse entendre. Ma voix est sortie plus brisée que prévu. Michael s'est légèrement tendu, détectant peut-être quelque chose dans mon ton, mais il n'a rien dit. Je me suis séparé rapidement. Je me suis tourné vers la foule. J'ai maintenu ce sourire forcé quelques secondes de plus. J'ai hoché brièvement la tête comme si j'acceptais la blague et je suis descendu de la scène. La musique a repris presque immédiatement. Les conversations ont repris leur cours. J'étais de nouveau sans importance. Le moment d'amusement était passé. Je me suis dirigé vers la sortie sans regarder en arrière, sans dire au revoir, sans chercher d'explication. J'ai traversé le hall luxueux avec des jambes qui répondaient à peine. J'ai tendu le ticket au voiturier avec des mains tremblantes. J'ai attendu 5 minutes interminables sous les lumières artificielles du bâtiment pendant qu'on m'amenait ma Ford Berline de 2015. Une voiture modeste comparée aux véhicules allemands de luxe qui entouraient le parking. Je suis monté dans la voiture. J'ai fermé la porte. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit lentement vers la sortie. J'ai tourné à gauche, rejoignant le trafic nocturne de Chicago. Il était 23h15, un samedi. La ville brillait d'une vie jeune. Des groupes de jeunes riaient sur les trottoirs. Des couples se promenaient, main dans la main. Le monde continuait normalement tandis que le mien s'effondrait. J'ai conduit sans but. J'ai traversé le centre-ville. J'ai franchi le pont sur la rivière. J'ai emprunté des avenues vides vers la périphérie. Mes mains serraient le volant avec une force douloureuse. Je respirais lourdement. Le nœud dans ma gorge devenait insupportable. Finalement, dans une rue résidentielle sombre, je me suis arrêté. J'ai coupé le moteur. Silence absolu. Seulement le son lointain d'une télévision allumée dans une maison voisine. J'ai regardé droit devant moi, ne voyant rien en réalité, perdu dans le vide. Et puis, je me suis complètement effondré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles d'Emily. Des sanglots profonds, violents, des tremblements déchirants qui secouaient tout mon corps. J'ai frappé le volant avec impuissance. J'ai crié à l'intérieur de la voiture fermée. 40 ans de travail, de sacrifice, d'amour inconditionnel, réduit à une blague cruelle devant 200 étrangers. Mon fils a choisi de m'humilier publiquement pour gagner l'approbation d'un homme qui le manipulait ouvertement. Les larmes embuaient mes lunettes. Je les ai enlevées. Je les ai posées sur le siège passager. J'ai couvert mon visage de mes 2 mains. J'ai pensé à Emily. Pardonne-moi, ai-je chuchoté vers le toit du véhicule. J'ai échoué avec notre fils. Je n'ai pas su le protéger. Je n'ai pas su lui apprendre ce qui compte vraiment. J'ai ressenti son absence comme une nouvelle blessure ouverte. 5 ans sans elle. Et ça faisait toujours aussi mal que le premier jour. Je suis resté comme ça, je ne sais combien de temps, peut-être 20 minutes,
peut-être 1 heure. Finalement, les larmes se sont taries. Les pleurs ont laissé place à une respiration haletante, puis à de longs soupirs. Enfin, à un silence creux. Je me suis essuyé le visage avec la manche de ma veste. J'ai remis mes lunettes. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Un homme de 62 ans, les yeux rouges, le visage émacié, une expression dévastée. Mais quelque chose avait changé pendant ces minutes de douleur absolue. Une clarté froide a émergé du centre de ma poitrine. Une décision se cristallisait. Je n'allais pas continuer à vivre comme ça. Je ne m'en dirais plus l'affection de mon fils. Je ne supplierai plus pour des miettes d'attention. Je n'accepterai plus humiliation après humiliation, en espérant qu'un jour Michael se souviendrait de celui qui a tout sacrifié pour lui. Emily aurait voulu que je prenne soin de moi, que je me respecte, et c'est ce que j'allais faire. J'ai redémarré le moteur. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Minuit 37 du matin. J'ai pris mon téléphone. J'avais 3 appels manqués de Michael, probablement inquiet pour les apparences, pas vraiment pour moi. J'ai ignoré les notifications. Au lieu de répondre, j'ai cherché un contact spécifique dans mon répertoire. Sarah Evans, avocate spécialisée en droit commercial et successoral. Elle avait travaillé avec moi des années auparavant sur la restructuration juridique de l'entreprise. Une femme brillante, méticuleuse, discrète. Je lui ai envoyé un SMS. Sarah, j'ai besoin de vous voir de toute urgence lundi. Affaire confidentielle et délicate. Disponible à la première heure. La réponse est arrivée étonnamment vite pour un samedi à minuit. Bonjour, David. Bien sûr. 8 heures du matin à mon bureau. Tout va bien? Bientôt, tout ira bien, ai-je répondu. Merci. J'ai finalement conduit jusqu'à la maison. L'appartement où Emily et moi avons vécu pendant 30 ans. Où nous avons élevé Michael. Où nous avons partagé des milliers de repas, de conversations, de rires, de rêves. Maintenant vide, à l'exception des souvenirs et des photos. Je suis entré sans allumer les lumières. Je suis allé directement à mon bureau. J'ai allumé la lampe de bureau. J'ai sorti des dossiers soigneusement classés depuis des décennies. Documents de constitution de société, registres commerciaux, contrats, testaments, procurations, tout était parfaitement organisé comme je l'avais toujours fait. J'ai passé le reste de cette nuit à examiner chaque papier, chaque clause, chaque signature, prenant des notes, calculant, planifiant méticuleusement. J'ai finalement répondu à Michael à 9 heures. Je vais bien. J'avais besoin d'air frais. On parlera plus tard. Rien de plus, sec, distant, comme il l'avait été avec moi pendant 3 ans. Le lundi 18 mars, je suis arrivé ponctuellement au bureau de Sarah Evans à 8 heures. Son cabinet se trouvait dans le quartier financier, au 3e étage d'un bâtiment historique restauré. Sarah m'a reçu personnellement, m'observant avec ce regard professionnel qui évalue instantanément. Elle avait 48 ans, les cheveux bruns impeccablement attachés, un tailleur gris perle, une expression sérieuse mais chaleureuse. « David, asseyez-vous. Vous avez une mine affreuse », a-t-elle dit franchement en fermant la porte de son bureau privé. « Café ? » ?»« Oh. Café, s'il vous plaît. » Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains sur le bureau en acajou foncé. « Dites-moi ce qui se passe. » Je lui ai tout raconté, de la mort d'Emily à Jessica, Robert, l'éloignement progressif, et enfin l'humiliation publique de samedi. Sarah a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes dans son carnet en cuir. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse quelques instants, traitant l'information. « Je comprends parfaitement votre douleur, David », a-t-elle commencé enfin, d'une voix professionnelle mais compréhensive. « Mais j'ai besoin que vous soyez brutalement honnête avec moi. Que voulez-vous accomplir exactement ? » La question m'a pris au dépourvu. Je veux me protéger. Protéger ce que j'ai construit, ne pas permettre à Robert d'utiliser mon fils pour absorber mon entreprise. Sarah a hoché lentement la tête. Êtes-vous prêt à prendre des décisions drastiques qui changeront de manière permanente votre relation avec Michael ? J'ai regardé par la fenêtre la rue où des gens anonymes marchaient à la hâte vers leur travail. J'ai pensé à Emily, aux promesses que je lui avais faites, au fils que j'avais perdu progressivement. Il n'y a plus de relation à préserver, Sarah. Il a choisi son chemin, alors agissons vite,
a-t-elle répondu en ouvrant son ordinateur portable. Premièrement, j'ai besoin d'un accès complet à toute la documentation juridique de votre entreprise. Structure d'entreprise, actions, pouvoirs accordés, testaments actuels, tout. Deuxièmement, je veux que cette semaine, vous cherchiez discrètement tout document suspect sur le bureau de Michael, contrat préliminaire, accord, correspondance avec Robert. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'il prévoit. Je suis parti de cette réunion avec un nouvel objectif. Sarah avait réveillé quelque chose en moi. L'instinct de survie commerciale. Pendant 40 ans, j'avais construit ce distributeur à partir de rien. Je n'allais pas permettre qu'il soit absorbé par une manipulation familiale. Cet après-midi-là, lundi, je suis arrivé au bureau après 18 heures, quand la plupart du personnel était parti. Michael travaillait encore dans son bureau. J'ai frappé à sa porte. « Entrez », a-t-il répondu sans lever les yeux de son ordinateur. Je suis entré. Mon fils, à propos de samedi. Il m'a finalement regardé. Expression coupable, mais défensive. Papa, c'était juste une blague. Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal. Une blague? Il réduisait mon humiliation publique à une blague. Michael, cette blague m'a humilié devant 200 personnes, ai-je dit calmement, contrôlant ma rage. Mais je ne suis pas venu pour discuter de ça. Je suis venu te demander, es-tu heureux de travailler ici? Il a semblé confus par le changement de sujet. Bien sûr, papa, pourquoi tu demandes? Simple curiosité. Dernièrement, tu sembles distant, désintéressé. Peut-être que tu préfères explorer d'autres opportunités. Il s'est visiblement tendu. Non, pas du tout. Cette entreprise est mon avenir. Tu le sais. Ton avenir, pas notre avenir, son avenir. Je suis heureux de l'entendre. Alors j'attends un plus grand engagement de ta part désormais, ai-je dit fermement avant de partir. J'avais besoin qu'il croie que tout continuait normalement pendant que j'enquêtais discrètement. Le lendemain, mardi, j'ai profité que Michael se rendait à une réunion extérieure avec des clients. Je suis entré dans son bureau avec le passe-partout que je possédais en tant que propriétaire. Mon cœur battait la chamade. Fouiller le bureau de mon propre fils me donnait l'impression d'être sale, mais c'était nécessaire. J'ai ouvert les tiroirs avec précaution. Stylo, carte de visite, facture de routine, rien de pertinent. J'ai vérifié son classeur, contrat standard, rapport mensuel. J'ai allumé son ordinateur, mais il demandait un mot de passe. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Puis j'ai vu un dossier en manille à moitié caché derrière son moniteur. Je l'ai pris. À l'intérieur se trouvaient des ébauches de documents juridiques imprimés. Les titres m'ont glacé le sang. Proposition de fusion d'entreprise Miller-Turner. Projection financière post-intégration, structure administrative consolidée. J'ai lu rapidement, photographiant chaque page avec mon téléphone portable. Le plan était simple mais dévastateur. Robert proposait d'acquérir mon entreprise par ce qu'ils appelaient une « fusion amicale », profitant de mon âge avancé et de mon désir naturel de prendre ma retraite. Michael serait nommé directeur régional avec un salaire fixe mais sans réel pouvoir. Robert absorberait les clients, les contrats, les employés. La marque Miller disparaîtrait complètement. Il y avait des emails imprimés échangés entre Michael et Robert depuis janvier 2024. 2 mois de planification dans mon dos. Ton père est de la vieille école. Il a besoin de renouveau, écrivait Robert. Laisse-moi gérer la transition en douceur, répondait Michael. Je te fais confiance, Robert. Papa comprendra que c'est pour le mieux. J'ai ressenti une nausée physique en lisant ces mots. Mon fils conspirait activement contre moi depuis des mois. J'ai tout photographié méticuleusement. J'ai remis le dossier exactement où il était. J'ai effacé toute trace de ma présence. J'ai quitté son bureau en respirant lourdement. Je suis retourné à mon propre bureau, j'ai verrouillé la porte, j'ai téléchargé les photos sur mon ordinateur portable et je les ai envoyées, cryptées, à Sarah. Elle a répondu 30 minutes plus tard. Preuve solide. Rendez-vous demain à 15 heures. Apportez tous les documents originaux de l'entreprise. Cette nuit-là, en revoyant les photos à la maison, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Ce n'était pas seulement une trahison commerciale. C'était une profonde trahison filiale.
Michael avait consciemment choisi de me tromper, de me manipuler, de me préparer à une retraite forcée déguisée en transition amicale. Alors que je l'incluais dans chaque décision importante depuis des années, il conspirait pour livrer mon héritage à Robert. Sarah a examiné chaque papier méticuleusement pendant 40 minutes sans prononcer un mot. Finalement, elle a levé les yeux. David, légalement, vous avez le contrôle absolu. Vous possédez 95% des actions. Michael ne possède qu'un 5% symbolique que vous lui avez donné à son mariage. Vous pouvez agir sans son consentement. C'est à vous de décider. Que proposez-vous? Vendre rapidement avant que Robert ne la prenne et n'essaie de bloquer l'opération légalement ou par les médias, a-t-elle répondu avec une détermination professionnelle. Je connais plusieurs groupes d'investissement intéressés par des distributeurs consolidés comme le vôtre. Plus précisément, Midwest Logistique de Détroit cherche à s'étendre dans la région de Chicago depuis des mois. Ils travaillent avec des normes très élevées, paient bien et respectent les marques acquises. De combien de temps auriez-vous besoin, ai-je demandé, sentant l'adrénaline monter. 3 semaines maximum si vous acceptez de négocier de manière agressive. Je contacterai le directeur des acquisitions aujourd'hui. Envoi du prospectus financier demain. Réunion en personne dans les 3 jours. Du diligence express d'1 semaine. Clôture des documents en 15 jours, a-t-elle calculé rapidement sur son ordinateur portable. D'après vos derniers bilans annuels, une évaluation conservatrice serait d'environ 4 millions de dollars pour une participation de 80%. 4 millions de dollars, une fortune, plus que nécessaire pour vivre confortablement le reste de mes jours. Faites-le, ai-je dit fermement. Contactez-les aujourd'hui. Négociez au mieux. Je veux que ce soit bouclé avant avril. Sarah a hoché la tête, déjà en train de taper des emails sur son ordinateur. Une dernière chose, David. L'appartement sur Lakeshore Drive que vous aviez promis à Michael comme futur cadeau, est-il toujours légalement à votre nom? Complètement. Je l'ai acheté en 2020 avec des fonds personnels. Il vaut environ 500 000 $ actuellement. Transférez-le à quelqu'un d'autre, un membre de confiance de la famille, immédiatement, a-t-elle ordonné. Si Michael essaie de vous poursuivre plus tard, en invoquant des promesses verbales, cet actif doit être hors de votre portée légale. J'ai réfléchi rapidement. Ma nièce Ashley, fille de mon frère décédé, 32 ans, institutrice, célibataire, vit modestement. Elle avait toujours été affectueuse avec moi, surtout après la mort d'Emily. Parfait. Je rédigerai l'acte de donation demain. Signature devant notaire après-demain. Transfert finalisé en 1 semaine. Sarah a confirmé en prenant des notes. Nous annulerons également tous les pouvoirs que Michael possède. Compte bancaire, signatures autorisées, accès administratifs, tout. Il sera complètement hors de la structure de l'entreprise. Je suis parti de cette réunion transformée. Je n'étais plus le père blessé mendiant de l'affection. J'étais un homme d'affaires protégeant 40 ans de travail contre des prédateurs familiaux. Les jours suivants ont été vertigineux. Sarah a travaillé sans relâche. Le jeudi, elle a contacté Midwest Logistique. Le vendredi, ils ont envoyé une lettre d'intention préliminaire. Le lundi 25 mars, le directeur des acquisitions, un homme méticuleux nommé Peter, est arrivé à Chicago. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence neutre d'un hôtel du centre-ville, pas dans mes bureaux pour éviter les rumeurs. Peter avait 50 ans. Expérience impressionnante dans les consolidations d'entreprises. Approche directe. Monsieur Miller, votre entreprise nous intéresse sincèrement. Distribution solide, clients fidèles, employés expérimentés. Nous voulons nous développer en préservant les bonnes choses que vous avez construites. J'ai présenté les bilans financiers des 5 dernières années, les contrats en cours avec les fournisseurs, le portefeuille de clients mis à jour, les évaluations des stocks, l'analyse des flux de trésorerie, tout était impeccable. 40 ans d'exploitation propre se reflétaient dans ces chiffres. Peter a examiné chaque document, posant attentivement des questions techniques auxquelles j'ai répondu honnêtement. Pourquoi vendre maintenant, a-t-il finalement posé la question inévitable. J'avais préparé cette réponse avec soin. J'ai 62 ans, veuf depuis 5 ans. Mon fils a choisi une autre voie professionnelle. Je n'ai pas d'héritiers intéressés pour continuer. Je préfère vendre à des acheteurs sérieux plutôt que de laisser l'entreprise se détériorer lentement. Techniquement vrai, bien qu'omettant les détails douloureux.
Peter a hoché la tête avec compréhension. Je comprends parfaitement. Je propose une évaluation de 5 millions de dollars pour 100% des actions. Vous conservez 20% en tant qu'investissement passif si vous voulez un revenu résiduel, ou nous vendons 80% pour 4 millions de dollars payables intégralement à la clôture. J'ai regardé Sarah qui a hoché la tête presque imperceptiblement. 80%, un seul paiement. Aucune participation future, ai-je répondu. Nous avons conclu l'accord préliminaire le même après-midi. Peter a lancé la due diligence immédiatement avec une équipe d'auditeurs arrivés de Détroit. Pendant une semaine, ils ont absolument tout examiné, livres de comptes, déclarations de revenus, contrats de travail, titres de propriété des entrepôts, registres sanitaires, licences d'exploitation. Ils n'ont trouvé aucune irrégularité. 40 ans de gestion honnête et transparente. Michael ne se doutait de rien. Je continuais d'arriver au bureau normalement, supervisant les opérations de routine, maintenant les apparences. Les auditeurs travaillaient discrètement dans la salle des archives, se présentant comme des consultants en efficacité opérationnelle. Mon fils était trop occupé à planifier avec Robert pour remarquer les détails. Le vendredi 5 avril, Sarah m'a appelé. Tout est prêt. Clôture des documents prévus pour le lundi 8 avril. 10 heures, cabinet d'avocat sur State Street. Apportez une pièce d'identité et préparez-vous à signer beaucoup. Ma main tremblait légèrement en tenant le téléphone. C'était réel. Ça arrivait. Ce week-end a été surréaliste. J'ai parcouru ma maison en touchant les meubles qu'Emily avait choisis, en regardant les photos de Michael enfant, me remémorant des décennies de vie de famille. Je ne ressentais pas de regret. Je ressentais une libération anticipée. Le samedi, j'ai rendu visite à ma nièce Ashley. Elle vit dans une banlieue voisine, dans un petit mais confortable appartement. Je lui ai tout expliqué honnêtement. La trahison de Michael, ma décision de vendre, l'appartement que je lui transférais. Ashley a pleuré en me serrant dans ses bras. Oncle David, je suis tellement désolé pour ce que Michael t'a fait. Tu ne mérites pas cette douleur. C'est pourquoi je dois me protéger, Ashley. Cet appartement vaut un demi-million de dollars. Il sera légalement à toi, mais je te fais confiance pour ne jamais l'utiliser contre moi. Jamais, mon oncle. Jamais, a-t-elle promis solennellement. Lundi 8 avril, 10 heures du matin. Élégant cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago. Sarah m'attendait avec Peter et l'équipe juridique de Midwest Logistique. Nous avons signé pendant 2 heures. Acte de vente, transfert d'actions, révocation de pouvoir, décharge de responsabilité. Ma signature est apparue des centaines de fois sur des documents officiels. J'ai conduit directement chez moi. J'ai éteint mon téléphone portable. J'avais besoin de silence avant la tempête inévitable. Pendant ce temps, comme je l'ai appris plus tard par des employés fidèles, Michael est arrivé au bureau vers 14h30. Il a trouvé le parking rempli de véhicules inconnus. Il est entré dans le bâtiment, confus. La réceptionniste, Linda, qui travaillait avec moi depuis 20 ans, l'a arrêté nerveusement. Monsieur Michael, il y a de nouvelles personnes à la direction. Ils disent qu'ils sont les nouveaux propriétaires. Michael a pâli instantanément. Il a monté les escaliers en courant vers son bureau. Il a trouvé la porte verrouillée. À l'intérieur, 2 hommes en costume examinaient des dossiers. Il a frappé furieusement. Un homme d'environ 40 ans a ouvert. Oui, comment puis-je vous aider? C'est mon bureau. Qui êtes-vous? A exigé Michael d'une voix altérée. Nous sommes des représentants de Midwest Logistique, les nouveaux propriétaires majoritaires à compter d'aujourd'hui. Vous êtes Michael Miller, le fils du propriétaire? L'homme a consulté une tablette numérique. Michael Miller. Le voilà. Directeur des opérations, jusqu'à aujourd'hui. Votre contrat de travail a été résilié avec effet immédiat. Vous avez jusqu'à 17 heures pour récupérer vos effets personnels. La sécurité vous accompagnera. Michael a reculé comme s'il avait reçu un coup physique. C'est impossible. Mon père ne ferait pas ça. Vous devez vous tromper. Il a couru vers mon bureau au 3e étage. La porte était également verrouillée. Il a frappé désespérément. Personne n'a répondu. Il est descendu chercher Linda. Où est mon père? Linda avait les larmes aux yeux. Je ne sais pas,
monsieur Michael. Je sais seulement que ce matin, ces messieurs sont arrivés avec des documents officiels disant qu'ils avaient acheté l'entreprise. Monsieur David n'est pas venu aujourd'hui. Michael a sorti son téléphone, tremblant. Il a composé mon numéro. Messagerie vocale. Papa, réponds. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Il a recomposé. Messagerie vocale à nouveau. Messagerie vocale. Au cours des 4 heures suivantes, il a appelé 29 fois exactement. Il a laissé des messages de plus en plus désespérés que j'ai écoutés des jours plus tard. Message 1, 14h40, papa, il y a des gens qui disent que tu as vendu l'entreprise. Dis-moi que c'est une erreur. Message 5, 15h10, papa, réponds. Ça ne peut pas arriver. Tu as vendu sans rien me dire. Message 12, 16h05, papa, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. J'ai peur. Appelle-moi. Message 22, 17h30, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi pour samedi. Pardonne-moi pour tout, mais ne me fais pas ça. Je suis ton fils. Message 29, 18h40, je ne sais plus quoi dire. Juste appelle-moi quand tu pourras. Mais je n'ai pas appelé. Pas cette nuit-là. Michael, désespéré, a contacté Robert. Ils se sont rencontrés dans un café près des bureaux à 19h. Comme un serveur que je connaissais m'a raconté plus tard, Robert est arrivé visiblement furieux. Comment as-tu laissé ça arriver? Lui a-t-il crié dès qu'ils se sont assis. Je ne sais pas, papa n'a jamais rien mentionné. Il n'y a jamais eu de signe, a répondu Michael d'une voix brisée. Des signes? Tu as humilié ton père publiquement et tu n'as même pas eu la décence de le surveiller après, a craché Robert avec mépris. Ce vieil homme nous a magistralement joués. Il a vendu pendant que nous planifions la fusion. Maintenant, nous n'avons rien. 3 mois de travail perdu. Michael a essayé de se défendre. Robert, pouvons-nous lui parler? Le convaincre de revenir en arrière? Ne sois pas naïf. Cette vente est légalement conclue. Ton père n'est pas stupide. Il a engagé de bons avocats. Robert s'est levé brusquement. Je te pensais plus malin, Michael. Je pensais que tu savais comment gérer ton père. Je me suis trompé sur toi. Il a laissé $20 sur la table et a quitté le café sans se retourner. Michael est resté assis, seul, se tenant la tête entre les mains. Quand il est rentré chez lui ce soir-là, Jessica l'attendait. Elle avait entendu des rumeurs. Le monde des affaires est petit. Les nouvelles voyagent vite. C'est vrai, a-t-elle demandé d'une voix glaciale dès que Michael est entré. Ton père a vendu l'entreprise dont tu allais hériter. Michael a hoché la tête misérablement. Il a vendu 80%. Je n'ai plus de travail. Il n'y a plus d'héritage futur. Le silence qui a suivi a été écrasant. Jessica s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la ville nocturne. Mon père a investi beaucoup de temps en toi, pensant que tu avais un avenir commercial solide. Les dépenses pour cette fête ridicule pour impressionner des contacts, les présentations à des partenaires importants. Et il s'avère que ton père est plus malin que nous tous réunis. Elle s'est retournée, le regardant avec une froideur calculée. Que as-tu maintenant, Michael? Que m'offres-tu? J'ai des économies. Je chercherai un autre emploi. Je suis un manager expérimenté, a-t-il tenté de se défendre faiblement. Jessica a laissé échapper un rire amer. Un manager qui vient de se faire virer par les nouveaux propriétaires. Cette réputation te suivra. Tout le monde saura que tu as perdu l'entreprise familiale pour être un idiot. Ces mots étaient des couteaux. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je vais faire de ce mariage, a-t-elle ajouté finalement avant de s'enfermer dans la chambre. Michael a passé cette nuit sur le canapé du salon, fixant le plafond, rejouant chaque mauvaise décision. L'humiliation publique de samedi, les dimanches annulés, les conversations secrètes avec Robert, les plans de fusion faits dans le dos de son père. Tout l'avait conduit à ce moment dévastateur. Le mardi 9 avril, il a essayé de me localiser physiquement. Il est allé chez moi. Il a frappé à la porte pendant 20 minutes. Je n'ai pas ouvert. J'étais à l'intérieur, l'écoutant, mais sans bouger. Papa, je sais que tu es là. Ta voiture est dans le garage. S'il te plaît, ouvre.
Nous devons parler, a-t-il crié depuis le couloir. Les voisins ont commencé à regarder. Finalement, il a abandonné. Il est allé au cabinet d'avocats pour obtenir des informations. Les avocats n'ont pas pu révéler de détails en raison du secret professionnel, mais ont confirmé que la transaction était légale et irréversible. Michael en est sorti complètement détruit. Le mercredi, il a découvert une autre dévastation. Il a reçu une notification officielle. L'appartement de Lakeshore Drive que je lui avais promis verbalement depuis des années appartenait désormais légalement à Ashley. Transfert enregistré le 3 avril, 5 jours avant la vente de l'entreprise. Tout était méticuleusement planifié. Un demi-million de dollars en immobilier évaporé. La sécurité financière future qu'il tenait pour acquise, inexistante. Michael a appelé Ashley, furieux. Elle a répondu en pleurant. Michael, ton père m'a tout expliqué. Ce que tu lui as fait, comment tu l'as trahi. Cet appartement est légalement à moi maintenant, et je ne te le donnerai jamais. Elle a raccroché, bloquant son numéro. J'avais pris cette décision dans la nuit du lundi 8 avril, après avoir signé chez le notaire. Je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 valises avec des vêtements essentiels, quelques livres, des photos d'Emily. J'ai laissé les meubles, les appareils électroménagers, les souvenirs matériels. Je voulais juste échapper à Chicago et à ses fantômes douloureux. J'avais besoin d'une distance physique et émotionnelle. J'ai choisi Santa Barbara, en Californie, pour des raisons pratiques et sentimentales. Emily et moi y avions passé notre lune de miel en 1983. 3 jours magiques à marcher au bord de l'océan, à manger des fruits de mer, à rêver de l'avenir. Nous avions toujours promis d'y retourner, mais 40 ans de travail incessant nous en avaient empêchés. Maintenant, enfin, j'allais y retourner seul, mais libre. Le mardi 9 avril, j'ai conduit pendant des jours à travers l'Amérique. J'ai laissé derrière moi le Midwest, en direction de la côte ouest. Chaque kilomètre parcouru allégeait le poids sur ma poitrine. J'ai traversé les plaines, les montagnes, enfin les collines verdoyantes de Californie. Je suis arrivé à Santa Barbara au crépuscule. La ville brillait, se reflétant dans les eaux de l'océan. J'ai respiré profondément l'air salin. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Je suis d'abord resté dans un hôtel modeste. Pendant 2 semaines, j'ai cherché un logement permanent. J'ai trouvé un appartement parfait. 2e étage, 2 chambres, balcon avec vue partielle sur l'océan, 3 000 $ de loyer mensuel. J'ai signé un bail d'1 an immédiatement. J'ai acheté des meubles de base. J'ai transformé cet espace anonyme en un foyer temporaire. Les premières semaines ont été étranges. Se réveiller sans obligation professionnelle après 40 ans générait un vertige. Je marchais dans la ville pendant des heures sans but. Je me promenais sur la jetée. Je m'asseyais sur des bancs à regarder l'océan, à lire des romans. Je n'avais jamais eu le temps de simplement profiter de l'existence sans pression. Progressivement, j'ai établi de nouvelles routines. Je prenais mon petit déjeuner chez moi tranquillement. Café, toast. Ensuite, je marchais jusqu'au centre-ville historique, avec ses bâtiments coloniaux espagnols, ses places pleines de vie. J'ai découvert un café familial appelé The Daily Grain. C'était un endroit minuscule, à peine citable, tenu par un couple de personnes âgées, Tom et Marie, qui servaient des cafés parfaits depuis 30 ans. Je suis devenu un client régulier. J'arrivais chaque matin à 10 heures. Je commandais un café au lait et un croissant. Je lisais le journal local pendant 1 heure. Les propriétaires ont commencé à m'appeler par mon nom après la première semaine. C'est dans ce café, exactement le 1er mai, que j'ai rencontré Linda. Elle est arrivée ce matin de printemps ensoleillé à la recherche d'une table. Le café était exceptionnellement plein. Tom m'a désigné. Partager une table avec David. C'est un homme bon. Il ne dérange personne. Linda a hésité un instant. Puis elle a souri, fatiguée. Merci. Si monsieur ne voit pas d'inconvénient. J'ai levé les yeux de mon journal. Pas du tout. Allez-y, je vous en prie. Elle s'est assise en face de moi. Une femme d'environ 58 ans, cheveux bruns avec des mèches grises naturelles attachées en une simple queue de cheval, pas de maquillage, des yeux couleur miel profond et triste. Elle portait des vêtements confortables, un jean, un pull bleu marine, des baskets. Elle portait un livre usé sous le bras,
100 ans de solitude, de Garcia Marquez. Nous avons commandé nos cafés en silence. Elle a sorti le livre. Je suis retourné à mon journal. 20 minutes se sont écoulées sans échanger un mot. Nous respections mutuellement nos espaces. Puis elle a soupiré de manière audible, a fermé son livre, frustrée. J'essaie de finir ce chapitre depuis 3 mois. Mon esprit vagabonde constamment. Elle l'a dit plus pour elle-même que pour moi, mais j'ai répondu instinctivement. La même chose m'est arrivée après être devenu veuf. Lire est devenu impossible pendant des mois. Linda m'a regardé, surprise, puis avec une compréhension immédiate. Veuve aussi, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance. Il y a 5 ans, ai-je confirmé. 4 pour moi, a-t-elle répondu. Nous nous sommes regardés pendant des secondes qui ont semblé s'étirer. 2 étrangers connectés instantanément par une perte partagée. David Miller, me suis-je présenté en lui tendant la main. Linda Johnson, elle a serré ma main fermement. Son contact était chaleureux. Réel. Êtes-vous d'ici, a-t-elle demandé. Non. Chicago. Je suis arrivé il y a 3 semaines, cherchant, je ne sais pas, de l'air frais. Elle a souri avec compréhension. Je suis d'ici. Institutrice à la retraite. Enfin, retraitée précoce après la mort de mon mari, James. Crise cardiaque en juillet 2020. 59 ans. Parfaitement en santé. Il est parti courir un matin et s'est simplement effondré. Sa voix s'est légèrement brisée. Je lui ai parlé d'Emily, du cancer, des 5 mois angoissants. Au moins, j'ai pu lui dire au revoir, ai-je dit. Vous n'avez pas eu cette chance. Je ne sais pas ce qui est pire, a-t-elle répondu, leur dire au revoir en les voyant souffrir, ou les perdre sans avertissement. Nous avons aussi parlé d'enfants. Linda en avait 2, un fils, ingénieur vivant à Seattle avec sa propre famille, et une fille, médecin travaillant à Los Angeles. De bons enfants, a-t-elle dit. Ils appellent chaque semaine, rendent visite de temps en temps, mais ils ont des vies bien remplies. Je ne leur en veux pas, j'ai remarqué une mélancolie dans ses paroles. Je lui ai parlé vaguement de Michael, omettant les détails douloureux. À la mi-mai, Linda m'a invité à faire de la randonnée dans les collines. J'ai besoin d'exercice et de compagnie. Marcher seul me déprime, a-t-elle expliqué. J'ai accepté immédiatement. Nous avons grimpé la colline verdoyante, respirant l'air frais, nous arrêtant fréquemment pour admirer des vues spectaculaires de la baie. Au sommet, assis sur un banc en bois, regardant l'océan infini, Linda a demandé doucement. David, qu'est-ce qui vous a vraiment amené à Santa Barbara? Il y a une douleur profonde dans vos yeux qui va au-delà du veuvage. J'ai hésité. J'évitais cette conversation depuis 6 semaines. Mais quelque chose dans la sincérité de Linda m'a fait lui faire confiance. Je lui ai tout raconté. Michael, Jessica, Robert, l'humiliation publique, la vente secrète, la fuite. Les mots ont coulé de manière incontrôlable. Linda a écouté sans interrompre, me tenant la main quand ma voix se brisait. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant de longues minutes, traitant l'information. Vous avez fait ce qu'il fallait. A-t-elle dit finalement avec une fermeté absolue. Vous avez protégé votre dignité. Votre fils a choisi de vous trahir consciemment. Les conséquences sont les siennes, pas les vôtres. Des larmes ont jailli de mes yeux. Mais c'est mon fils, Linda. Quel père fait ça? Un père qui se respecte, a-t-elle répondu. Émilie voudrait vous voir heureux, pas mendier des miettes d'affection. Ces mots ont libéré quelque chose en moi. J'ai pleuré ouvertement pendant que Linda me serrait dans ses bras. Après 40 ans à tout contenir, je me suis enfin permis de m'effondrer dans les bras de quelqu'un qui comprenait sincèrement. Juin est arrivé, nous transformant. Linda et moi étions inséparables. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, marchions tous les jours, assistions à de petits concerts, préparions des dîners simples dans mon appartement ou le sien. Ce n'était pas une romance passionnée de jeunesse. C'était une camaraderie mature, basée sur le respect mutuel et des expériences partagées de perte. Un après-midi de mi-juin, exactement le 17, ma sonnette a retenti de manière inattendue. Il était 18 heures. Linda était avec moi. Nous avions préparé du poisson pour le dîner. J'ai regardé l'interphone, confus.
qui cela peut-il être, ai-je murmuré. J'ai appuyé sur le bouton. Oui. Silence. Puis une voix brisée. Inimitable. Papa, c'est Michael. Mon cœur s'est arrêté. Linda m'a regardé, alarmée. Veux-tu que je parte, a-t-elle chuchoté. J'ai secoué la tête. Reste, s'il te plaît. J'ai respiré profondément. Monte, ai-je dit en appuyant sur le bouton qui déverrouillait la porte principale. 2 minutes éternelles plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert lentement. Michael était devant moi, méconnaissable. Il avait facilement perdu 10 kilos, des cernes profonds sous les yeux, une barbe négligée, des vêtements froissés, une expression dévastée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Papa, a-t-il chuchoté d'une voix brisée, ses yeux se remplissant immédiatement de larmes. Il a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé d'un pas, instinctivement. Entre, ai-je dit froidement. Michael est entré, regardant autour de l'appartement modeste. Puis il a remarqué Linda qui observait depuis la cuisine. C'est Linda. Linda, mon fils, Michael. Tous deux ont hoché la tête maladroitement. Comment m'as-tu trouvé? Ai-je demandé d'une voix contrôlée. Michael a dégluti. J'ai engagé un détective privé. Il m'a fallu 6 semaines pour te localiser. Papa, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, ai-je interrompu. Tout est parfaitement clair. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Pardon, a dit Michael en s'effondrant. Il s'est littéralement agenouillé devant moi, en sanglotant. Pardonne-moi, papa. J'ai été un idiot, un fils terrible. Robert m'a manipulé. Jessica m'a aveuglé. Mais ça ne justifie rien. Je t'ai trahi. Je t'ai humilié. J'ai perdu tout ce qui était important pour impressionner des gens qui ne valaient rien. Ces mots sortaient, brisés, entre de violents sanglots. J'ai regardé mon fils à genoux, détruit, suppliant. Une partie de moi voulait le serrer dans ses bras, lui pardonner, restaurer ce qui avait été perdu. Mais une autre partie, plus forte, se souvenait de chaque dimanche solitaire, de chaque excuse vide, de chaque moment où il avait choisi Robert plutôt que moi. Je me souvenais de 200 visages riants pendant qu'il m'humiliait publiquement. Michael, lève-toi, ai-je ordonné fermement. Il a obéi, tremblant. Je l'ai regardé droit dans ses yeux rouges. Tu as perdu le droit de m'appeler papa quand tu m'as abandonné après la mort de ta mère. Pendant 5 ans, j'ai eu besoin de toi. Je t'ai appelé. Je t'ai invité. J'ai cuisiné pour 2, t'attendant dimanche après dimanche. Sais-tu combien de fois tu es venu? 3 fois en 2 ans. 3 misérables fois. Je sais. Je sais, a-t-il gémi. J'ai été égoïste. J'étais aveuglé par l'ambition, ai-je interrompu. Tu as choisi d'impressionner Robert pendant que je mangeais seul chaque maudit week-end, regardant la chaise vide de ta mère. Maintenant tu viens ici chercher quoi exactement? Le pardon, de l'argent, la restauration de l'héritage. Je veux juste te retrouver, a-t-il pleuré. J'ai tout perdu, papa. L'entreprise, l'appartement. Jessica m'a quitté il y a 3 semaines. Robert ne me parle plus. Je travaille comme manager junior dans une entreprise de logistique, gagnant le salaire minimum. Je vis seul dans un appartement en location. Mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que j'ai perdu mon père pour avoir été un idiot. Tu n'as pas perdu ton père, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Tu as abandonné ton père. Il y a une différence substantielle. Je t'ai cherché sans relâche pendant des années. Tu m'as ignoré systématiquement. Les conséquences de tes actions sont exclusivement les tiennes. Vis avec. Linda regardait silencieusement depuis la cuisine, des larmes coulant sur ses joues. N'y a-t-il aucune chance de réparer ça? A plaidé Michael désespérément. Aucune. Je l'ai regardé longuement. Michael, tu as 36 ans, assez vieux pour reconstruire une vie de manière indépendante. Apprends de cela. Valorise ceux qui t'aiment inconditionnellement avant de les perdre définitivement. Mais je ne peux plus être cette personne pour toi. J'ai besoin de paix après des décennies de sacrifices. Michael a regardé vers Linda,
cherchant peut-être une alliée, mais elle a simplement secoué la tête doucement. Votre père mérite la paix, a-t-elle dit avec compassion mais fermeté. Respectez au moins ça. Michael a hoché la tête, vaincu. Puis-je t'appeler de temps en temps? Savoir que tu vas bien? J'ai réfléchi attentivement à la question. Non. J'ai besoin de clore ce chapitre complètement. Trouve ton propre chemin sans dépendre de moi. J'ai tendu ma main formellement. Michael l'a serré, tremblant. Puis il a essayé de me serrer dans ses bras une dernière fois. J'ai permis l'accolade brièvement, sentant son corps trembler de sanglots, mais je n'ai pas répondu avec affection. C'était une accolade d'adieu définitif. Prends soin de toi, Michael, ai-je dit en me séparant. C'est tout ce que je peux t'offrir. Mon fils a quitté l'appartement en marchant comme un vieil homme. Linda a fermé la porte derrière lui. Elle m'a immédiatement serré dans ses bras pendant que je digérais la rencontre. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle chuchoté. C'était incroyablement difficile, mais juste. J'ai hoché la tête contre son épaule, me permettant de ressentir la douleur aiguë de cette fermeture définitive. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Des images de Michael enfant riant sur la plage, célébrant des anniversaires, obtenant son diplôme, contrastaient cruellement avec l'homme détruit à qui je venais de dire au revoir. Une partie de moi se demandait si j'avais été trop dur, mais je me suis aussi souvenu de chaque promesse non tenue, de chaque dimanche ignoré, de chaque choix où Robert comptait plus que moi. Linda est restée avec moi cette nuit-là, me tenant simplement la main en silence. Sa présence était un baume apaisant. Le matin, alors que nous buvions un café en regardant le lever du soleil depuis mon balcon, elle m'a dit, « David, tu as passé des décennies à construire pour les autres. Maintenant, construis quelque chose pour toi. » Elle avait raison. 62 ans et enfin libre d'obligations écrasantes. Juillet a apporté une transformation complète. Linda et moi avons décidé de voyager, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait vraiment fait après être devenu veuf. Nous avons loué une petite voiture et avons parcouru la côte pendant 2 semaines. Nous avons visité de minuscules villages de pêcheurs, mangé des fruits de mer frais dans des restaurants familiaux, marché sur des plages désertes, parlé pendant des heures de tout et de rien. Ce n'était pas une romance de cinéma. C'était quelque chose de mieux, une compagnie sincère entre 2 âmes matures qui comprenaient parfaitement la valeur de la simplicité. Un après-midi, en partageant une bouteille de vin face à l'océan, Linda a pris ma main. « Merci de me laisser t'accompagner dans cette aventure », a-t-elle dit doucement. « Merci de me rappeler que je peux encore être heureuse. » Je lui ai embrassé le front. « Merci d'être apparu exactement au moment où j'avais besoin de croire à nouveau aux liens humains. » Août. Nous sommes retournés à Santa Barbara, renouvelés. Nous avons établi une routine partagée, mais en respectant nos espaces individuels. Linda passait 3 nuits par semaine dans mon appartement. J'en passais 2 dans le sien. Nous cuisinions ensemble, lisions simultanément dans un silence confortable, assistions à des événements culturels locaux. Rien de dramatique, simplement la vie quotidienne partagée paisiblement. Pendant ce temps, à Chicago, comme je l'ai appris plus tard par ma nièce Ashley, qui maintenait un contact limité avec Michael, mon fils faisait face à une réalité brutale. Jessica avait officiellement demandé le divorce en juillet. La division des biens s'est avérée dévastatrice pour Michael. L'appartement qu'il partageait, acheté principalement avec un prêt bancaire aux 2 noms, a dû être vendu. Après avoir payé le reste de l'hypothèque, il restait à peine $20 000 à diviser, soit 10 000 chacun. Michael a cherché un logement bon marché. Il a loué un petit studio dans un quartier ouvrier loin du centre-ville. Son salaire couvrait à peine le loyer, les services de base, la nourriture. Il ne restait rien pour les luxes qu'il tenait pour acquis auparavant. Robert Turner, selon ce qu'Ashley m'a dit, a publiquement discrédité Michael dans les cercles d'affaires. Ce type s'est avéré incompétent. Il ne savait même pas gérer son propre héritage familial, commentait Robert lors de réunions. Cette réputation endommagée a suivi Michael. Les entreprises où il postulait pour de meilleurs postes vérifiaient ses références, parlaient à Robert et rejetaient immédiatement ses candidatures. Michael était piégé dans un emploi médiocre sans réelle possibilité de promotion. Son patron, directeur général d'une entreprise de logistique, le traitait avec condescendance. « Miller, je pensais que vous veniez d'une famille d'affaires prospère. » Que s'est-il passé, plaisantait-il cruellement devant ses collègues.
Michael endurait des humiliations quotidiennes par nécessité économique absolue. Septembre 2024. Linda et moi avons célébré nos 6 mois de connaissance. Nous avons dîné dans un restaurant élégant sur la colline avec une vue spectaculaire sur la baie illuminée. David, ces mois avec toi ont été un remède pour mon âme, a avoué Linda, tenant un verre de vin. Je pensais que je mourrais seule et amère. Tu m'as montré qu'il y a encore de la beauté possible. J'ai pris sa main sur la table. Tu as sauvé ma santé mentale, Linda. Je suis arrivé ici brisé. Tu m'as aidé à me souvenir de qui je suis au-delà d'un père raté. Cette nuit-là, en marchant le long de la jetée sous les étoiles, Linda a demandé, « Penses-tu parfois à Michael ?» Honnêtement, ai-je répondu, tous les jours. Mais plus avec une douleur aiguë. Plutôt avec une mélancolie pour ce qui aurait pu être et ne sera jamais. J'ai fait la paix avec cette perte. Penses-tu qu'il apprendra, a-t-elle insisté. Je l'espère sincèrement, bien qu'il lui faudra probablement beaucoup de temps pour comprendre pleinement ce qui a été perdu. Ma vie est maintenant radicalement différente. Se réveiller sans alarmes urgentes, sans responsabilités commerciales écrasantes, sans enfants ingrats exigeant de l'attention. J'existe simplement, paisiblement. Linda et moi avons construit une belle routine, des petits déjeuners tranquilles à lire les journaux, des promenades quotidiennes le long des sentiers côtiers, des après-midi à cuisiner des recettes traditionnelles, des soirées à regarder des films classiques enlacés sur le canapé. J'ai investi intelligemment les 4 millions de dollars. Sarah Evans m'a excellemment conseillé. Fonds indiciels conservateurs, obligations d'État, petites propriétés locatives. Je génère un revenu passif mensuel d'environ 5 000 $ sans travailler, plus que suffisant pour vivre confortablement, voyager occasionnellement, aider ma nièce Ashley quand elle en a besoin. Linda a finalement vendu son appartement en août et a emménagé définitivement avec moi. Nous avons acheté ensemble un condo plus grand, 3 chambres avec un balcon spectaculaire face à l'océan. Nous l'avons décoré en combinant nos goûts. Les photos d'Emily et de James occupent des places d'honneur, se souvenant des amours perdus sans rivaliser avec l'amour présent. Nous sommes des partenaires matures qui comprennent parfaitement que les secondes chances ne remplacent pas les premiers amours. Elles les honorent simplement en allant de l'avant. Nous voyageons fréquemment. Nous avons visité l'Europe pendant 3 semaines en juillet. Nous prévoyons de visiter l'Italie en avril prochain. Des choses simples que j'ai reportées pendant 40 ans pour construire un empire commercial pour un fils ingrat. Maintenant, je vis exclusivement pour moi-même, et cette libération est extraordinaire. Est-ce que je pense à Michael? Constamment. Pas avec une rage brûlante, mais avec une profonde tristesse pour une relation détruite de manière irréparable. Ashley me tient occasionnellement au courant de sa situation. Michael travaille toujours dans cette entreprise de logistique médiocre, gagnant un peu plus maintenant après une petite augmentation. Il vit seul dans ce modeste studio. Pas de partenaire depuis que Jessica l'a abandonné. Pas de vrais amis, car ceux qui l'entouraient cherchaient des relations avec Robert ou mon entreprise. Ashley dit qu'il a notablement changé, plus humble, réservé, travailleur silencieux. Il ne se vante plus ni ne cherche à impressionner. Il arrive tôt à son travail, accomplit ses tâches efficacement, rentre chez lui sans socialiser. Le week-end, il nettoie son appartement, prépare des repas simples, lit des livres qu'il n'a jamais eu le temps d'apprécier. Une existence solitaire, se reconstruisant lentement à partir de zéro. Apparemment, il a visité la tombe d'Emily en mars dernier, à l'anniversaire de sa mort. Ashley l'a vu par hasard. Michael était agenouillé devant la pierre tombale, pleurant, parlant à sa mère pendant 1 heure. « Maman, pardonne-moi. J'ai déçu papa. J'ai déçu ta mémoire. Si tu pouvais me voir maintenant, tu aurais honte, sanglotait-il. » Ashley ne s'est pas approchée, respectant ce moment de douleur privée. Est-ce que je ressens de la compassion? Bien sûr, il est toujours mon fils biologiquement, mais la compassion ne signifie pas le sauvetage. Michael avait besoin d'apprendre des leçons difficiles que les mots n'auraient jamais pu enseigner. Le respect ne s'achète pas avec de l'argent ou des héritages. Une famille ne s'humilie pas publiquement pour impressionner des étrangers. La loyauté se démontre de manière constante, surtout dans les moments difficiles. Si je pouvais changer quelque chose, ce ne serait pas ma décision de vendre et de partir. Ce serait d'avoir établi des limites plus fermes des années plus tôt. Peut-être que si j'avais confronté le premier dimanche annulé, la première excuse vide, le premier commentaire désobligeant influencé par Robert, tout aurait été différent.
Mais j'ai toujours été un père permissif, croyant que l'amour inconditionnel signifiait tout tolérer. J'ai appris tardivement que le véritable amour inclut l'établissement de limites claires. Emily aurait mieux géré cela. Elle équilibrait parfaitement la tendresse et la fermeté. Quand Michael était un adolescent rebelle, Emily savait exactement quand le serrer dans ses bras et quand le discipliner. Moi, je travaillais simplement sans relâche, pourvoyant matériellement, supposant que c'était suffisant. Comme j'avais tort. Cet après-midi, alors que Linda et moi marchons sur la plage, j'observe de jeunes couples avec de jeunes enfants, des pères portant des bébés, construisant des châteaux de sable, riant sans souci. Je ressens une douce nostalgie pour ces moments simples avec Michael il y a 30 ans. Mais je ressens aussi la paix de savoir que j'ai fait absolument tout ce qui était possible pour lui. Le reste, c'était ses choix. Linda remarque mon expression mélancolique. Tu penses à Michael, demande-t-elle doucement. Je hoche la tête. Il sera toujours là, dans un coin de mon esprit. Elle m'embrasse sur la joue. C'est ce qui te rend humain, David. Mais souviens-toi, tu as choisi la dignité plutôt que la mendicité. C'était la bonne décision, à l'époque et maintenant. Tu as raison. Je ne le regrette pas, si Michael apparaissait demain, ayant sincèrement appris, ayant profondément changé, peut-être que nous parlerions civilement, mais je ne restaurerai jamais ce qui a été perdu. Cette confiance, cet amour inconditionnel père-fils, est mort cette nuit de mars, en même temps que mon illusion d'une famille idéale. Maintenant, j'ai quelque chose de différent, mais de précieux. La paix intérieure, la compagnie aimante de Linda, la liberté financière, un temps illimité pour profiter des simplicités. À mes 63 ans, je vis enfin pour moi-même. Et bien que le prix ait été dévastateur, il valait absolument chaque larme versée. L'histoire de Michael et moi se termine ici. Pas avec une réconciliation de cinéma ou un pardon magique. Elle se termine avec un père choisissant le respect de soi plutôt que la culpabilité manipulatrice. Avec un fils apprenant des leçons brutales sur les conséquences permanentes. Avec deux vies séparées, portant des poids différents du même échec relationnel. Si quelqu'un entend cette histoire, j'espère qu'elle lui apprendra ceci, valorisez inconditionnellement ceux qui vous aiment sincèrement. Ne sacrifiez jamais la vraie famille pour impressionner des étrangers. Et rappelez-vous toujours que la dignité personnelle n'est pas négociable, même pour les liens du sang. Si vous aimez cette histoire, soutenez-nous avec un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous vos opinions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case qui apparaît à gauche. Merci de nous avoir rejoints. But yeah, if that goes for anyone else who came in with the raid, if you need to raid, lurk, and run, do post from K, you're also more than welcome to do that. Gotta go eat my Burger King. Yes, please go get foods and drinks. I appreciate you so much. Also, Leo, you are more than welcome to rejoin. On my way, absolutely, friend. Yeah, we're just gonna wait on Leo to get back, and then we're gonna get in. You are absolutely fine, Leo. Take your time, friend. Oh my god. What a start. We've had 3 raids in the span of like 10 minutes. Oh, you don't like my shoes? Fix your shoes. You don't like my shoes? Fix your shoes. You don't like my shoes? What do you not like about my shoes? My shoes are perfect. Your shoes look very old. Oh my god, 1 second. Sassy, thank you so much for the follow. Welcome on in. Thank you so much for that follow. Welcome on in. How in the hell are you doing tonight? I hope you're having an absolutely amazing Friday. How have things been with you? I appreciate you so much for that follow and welcome on into the community. I need to figure out how to turn anonymous follows on because I feel bad. Maybe we should turn on anonymous follows for people at some point. My resolution in this game is cooked. So Talon, go to options, video. Make sure like this is set to the resolution for you. And make sure full screen's on. Because it sometimes defaults to like, I don't know, fucking... It goes to like 1024 or something. It's something really weird. Okay, alright, I think we're ready to play. Also, stop looking at my shoes, sir. Stop looking at my shoes. Alright, let's play. Fix them. No, they're fine. They are fine. I'll join soon. I have a bit of edit. You have to do a bit of editing? Absolutely. That's my after stream stuff. That's what I'm going to be doing after stream. Alright, we are in game. Did Leo make it? Yay, look at that. Your shoes so creased? Yay, I'm here. Yay, everyone made it. It's like 4-3 instead of 69. Have a look in the thing. It's called Potato Resolution. Yeah, shit, you're telling me. That is actual Potato Resolution. Oh my god. Also, Man-May, thank you so much for the 25 stream streak. I appreciate you so much. Also, I need to turn on Tangia, because Tangia is not on yet. So I'll quickly get that on before people start screaming at me. There we go. Tangia is now on. Tangia should be on now. The Tide is doing 40p. Holy, I love 1080p. I love 1080p is better, I think. So for streaming, I stream in 1080. For game, I use 1440. Why? I have no... Tangier is working. Thank you, Shadow, for testing. Tangier is 100% working. That is all I needed to see. There we go.
Oh my god. Your shoes Uh, need fixing, bud. Oh my god, holy shit. Your shoes. Who just turned on the fire alarm? Was that the ghost or was that one of you guys? What the fuck? That was me. Dude, I love streaming in 1080. I don't know. I could stream 1440. I don't know how it would work though. I don't know if it would work. I don't know what the hell would happen. Oh my god, I'm here. I just lost power from a storm, so yeah, not fun at all, but I'm here. Finny, welcome on in. I hope you're having an absolutely amazing Friday. You're a little late if you were trying to join for viewer games, so you might be waiting quite a bit if you want to play, because I've got a long-ass queue tonight. If you want to check it, do exclamation point list. There is dirty water in the women's bathroom. It might be male bathroom, though. But, oh, no, it is definitely women's bathroom. Never mind. It's just sometimes it can... Yep. Shit in the sink. Disgusting. Finny, let's go get on in that queue, friend. Oh my god. Oh my god. So I'm having a drink. I pooped in the sink? No, I didn't! Don't accuse me of such blasphemy. I didn't do anything. I didn't do anything! Don't accuse me now. Also, Cars, thank you so much for the 35 stream streak, you legend. And also, Shadow, thank you so much for the bits for Tangier. I appreciate you so much, friend. You saw it. You saw nothing! No, you didn't. You saw nothing. My laptop only supports 1080p, but my new PC will be doing 4K and is really good for streams and gaming. No, I didn't do anything. Do not accuse me of things that I did not do, because that is bullshit. I did nothing of the sort. Alright, let me grab a spirit box, a UV, and some smudge stick, and let's get on inside. Well, you just came out of nowhere, didn't you? Fucking hell. Oh my god. There we go. There we go. Alright, there we go. Sorry, you got 25? Sorry, man, I was doing so. Man-made, thank you so much for the 25 stream streak. I appreciate you so much for the 25 stream streak. I had a tornado warning yesterday. Not fun. Had a tornado hit my town. Oh, no! I'm so sorry, Finny. Even Ralph thinks you pooped in the sink? Who the fuck is Ralph? Huh? What? What? The fuck are you on about? What do you want about? What? Oh god, Yoshi Jam! Everyone get some raving emotes in chat. We're having a rave. Everyone get some dancing emotes in chat. It's a little bit of a shorter rave, but fuck it. There we go. It's a little bit of a shorter rave, so the delay might fuck it up. Talon, thanks so much for the 500 bits. Ty told me privately he's on the Epstein files. You started up a hype train! Oh god, guys! Hang on 1 second, I got a Yoshi Jam. Everyone get your dancing emotes in chat! We're having a rave! We have no choice! We're having a rave! Alright, everyone get some dancing emotes in chat! I love it so much! Oh god! Oh god! Oh god, no, I'm not Talon! Don't accuse me of shit that's not true! Don't accuse me of shit that's not true! It's not true! 1, 2. Thank you guys so much for the Yoshi rave. Sorry, we were having a rave there. Oh, Jesus fucking Christ. Shadow, thank you so much for the jump scare as well. We had a Yoshi rave on. We were just getting some dancing emotes in chat and having a good time. Also, thank you guys for getting us up to a hype train. We have a hype train as well. I don't know what the fuck's going on. I got a hype train going on. Oh my god, thank you guys so much for all of the bits. Everything. You guys are genuinely the fucking best. What is going on? And thank you for whoever started up that Yoshi rave. It was Shadow. Thank you so much for the Yoshi rave as well, friend. I appreciate you so much. What the hell is going on? There we go. You know you would like to child take. No, I won't. No, I won't. Don't accuse me of shit that I didn't do. Don't accuse me of shit that I didn't do. Oh my god. There we go. There we go. The ghost is 10%. Oh no, no, why? I'm not gonna die to a child tit shark. Don't accuse me of stuff that's not gonna happen. I don't even have sound on and that scared the shit out of me. Yeah, dude, it was a jump scare, Finny. So it's a jump scare that we have with Tangier, because we got Tangier quite recently. So everyone's been having a ton of fun with that. Just redeeming stuff to fuck with us. So it has been great. It is great fun always. So if you want to have fun with that, you can do that. No! Shit in the other sink. No, I didn't do anything! Are you good? I'm responsible for Tangier and Blood being here. Blame me. Blame? Yeah, blame Shadow. I had no involvement. There we go. There we go.
I took the day to enjoy spring break. Yes, how has your spring break been? I hope it has been absolutely amazing. I hope it's been a nice, chilled out spring break. Hope everything's been going well. What the fuck? Sorry, I'm like really all over the place today. Oh my god. Shit in both of the Calm it sinks. down. No! Don't accuse me of shit that I didn't do. Sinks. No. You're You gotta accused stop doing that, man. of doing what? I didn't do anything. I am being Every blamed. ocean, then he can come back. I'm good. I'm good on that one, I think. Wait, sorry. I missed something. Can I accuse you of things you did do? Yes. I need that lotion. Yep. Oh my god. There we go. Do we have a book inside? There we go. Alright, there we go. Taking photos of child ghost test. No. I don't see it on the camera though. But there's one. Pam shit in the sink. Nope. Freezing temp. Freezing. Oh, freezing? Oh, we have freezing. Let's go. Thank you guys so much for getting us up to a hype train, by the way. You guys are genuinely the best. I don't know how the fuck we've done that again, but my god. Oh my god. Holy fucking shit, dude. I don't know what's going on. What was that? Wait, what? Wait, what? Wait, what? What, Alpha? What were you on about? Sorry. What was what? That was freezing. We had freezing there. I don't know what you're on about, Alpha. What do you mean, sir? Someone gifted me a sub from a streamer that I've never watched before, and I'm like, why is it not Ties? That's the only one I care about. I'm sorry. Yeah, you will get gifted subs. It'll either be you got raided over there or something. Never improved your stream quality. Yeah. Wait, have I? Wait, does it look I better? can say for certain that it's not. What, does it look... There's no Your stream's starting... I hope it didn't. It's not showing that it has. Oh god, Tuna! Tuna with the 5 month. Oh god, hide! Tuna, thank you so much for the 5 months, you absolute legend. I'm gonna need smudge. Tuna, thank you so much for the 5 months. I appreciate you so much. Holy shit. Why did it crash? What a piece of shit. Are you sure? It doesn't say I've dropped any frames. Which is the weird part for me. It says I haven't dropped a single frame. My bitrate's been stable. Oh god. Hunt's over. Oh my god. Thank you guys so much for the hype train. I appreciate you so much. And Tuna, thank you so much for the 5 months, you absolute legend. Stream is fine right now. This last time before I left to now, it is better. Okay. I don't know why it's breaking though. It might also help because in the time you've been gone, Alpha, I have gotten a whole like new camera as well. I got like a new camera now instead of using my phone. Also, Octavius, welcome on in. Thank you so much for the 88 bits. That's actually canon. Can we get a shout out for Octavius? Octavius is another amazing variety streamer, absolute homie of the channel, another amazing friend. If I can get a shout out for Octavius, that'd be awesome. Thank you so much for lurking, Octavius. Go pull a hangman, go do all of the things. Go be on my side. It showed your schedule. It should be working. I don't know why it crashed. That's weird. It should be working. If it crashes again, let me know, and I'll have a look.